Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, pardon, avec notamment bien sûr l'Ukraine. Donc depuis 15 jours, le grand événement, ça a été bien sûr le vote au Congrès de cette enveloppe mirifique annoncée de 61 milliards de dollars, où tout le monde pense que tout cet argent va arriver dans les caisses de Kiev pour aider à la fois le gouvernement ukrainien et l'armée ukrainienne. Alors effectivement, je pensais que les sénateurs et surtout les représentants républicains proches de Donald Trump ne voteraient pas cette enveloppe. Maintenant, quand on l'étudie en détail, on comprend pourquoi ils l'ont voté, parce que effectivement, on est sur entre 11 et 18 milliards de dollars finalement pour l'aide à l'armée ukrainienne ou au gouvernement ukrainien. Et pas plus, le reste, ça va directement dans les poches du complexe militaro-industriel américain. Et donc, on comprend que, étant donné que le complexe militaro-industriel américain joue un rôle de soutien très important dans les campagnes électorales présidentielles, dans cette configuration-là, les représentants proches de Donald Trump ont préféré voter eux aussi cette loi, et que ça ne dépasse pas finalement, quand on voit les matériels. Alors on apprend en plus que les missiles longue portée alors je sais plus comment le prononcer, ATACMS ont déjà été livrés précédemment dans un lot qui date du mois de mars, avant le vote. Donc ça n'apporte rien de particulier en termes d'armes, on va dire pas game changers, mais d'armes qui ont un certain potentiel, puisque là on est surtout sur effectivement des munitions, parce que là on l'a dit à de nombreuses reprises, l'Ukraine manque de munitions, en particulier d'obus d'artillerie. On a également tout ce qui concerne des véhicules de transport d'infanterie, mais on a vu en même temps que tout ce qui était chars lourds, alors peut-être de nouvelles pièces d'artillerie, mais c'est pas très clair dans les listes qu'on a pu consulter. Donc aujourd'hui, on est sur un réassort, je dirais, à minima de ce qu'il faut pour que l'armée ukrainienne continue de tenir la ligne de front, et certainement pas pour pouvoir mener même des contre-attaques locales puissantes pour reconquérir le terrain qu'elle ne cesse de perdre petit bout par petit bout, mais qu'elle ne cesse de perdre depuis le début de l'année 2024. Donc effectivement, ce vote a eu lieu, mais son impact sur l'armée ukrainienne et sur le cours des opérations reste très limité. D'autant plus que on s'en est fait l'écho sur Veille Stratégique avant-hier soir. Vous avez vu ce qui s'est passé à Odessa. On a eu une frappe très importante menée par les Russes, et on a eu vraisemblablement les dépôts de munitions concernés qui ont été touchés. C'est-à-dire qu'une partie, puisque les Américains avaient prépositionné sur le territoire polonais, allemand, roumain, une partie des munitions concernées par cette nouvelle enveloppe budgétaire, ainsi qu'une partie du matériel, bien évidemment, eh bien, tout ça, pour partie, est déjà parti en fumée suite à l'attaque russe, donc dans la nuit du 1er au 2 mai. Donc on se demande ce qui va véritablement rester sur la ligne, enfin arriver sur la ligne de front pour pouvoir servir au but de guerre ukrainien. Et on voit bien que parallèlement à ça, on a un entretien qui a été donné par l'adjoint le général qui est l'adjoint des services de renseignement ukrainiens. Je vais vous retrouver son nom, voilà. Skibitsky, qui a donc donné un entretien à The Economist, dans lequel il dit qu'aujourd'hui, selon ses estimations, alors peut-être grossit-il le trait pour obtenir à nouveau des aides, mais il nous dit que voilà, l'armée ukrainienne est au bord de l'effondrement dans certains secteurs. On l'a vu au niveau des opérations sur lesquelles on va revenir, mais la situation est de plus en plus tendue, de plus en plus compliquée. Alors effectivement, on n'a pas un effondrement du front, parce que les Russes ne mènent pas une offensive grand style dans un secteur en particulier, donc c'est pour ça que ça continue de s'équilibrer en termes de gains et de terrain d'un côté et de perte du côté de terrain du côté ukrainien. Mais néanmoins,
on sent bien dans toutes les informations qui filtrent aussi bien du côté américain que du côté de l'OTAN, que du côté ukrainien, que tout ça est de plus en plus fragile, tout en constatant une montée en puissance du côté russe. Donc on se dit, malheureusement, malgré cette aide, donc je vous dis, hein, le chiffrage en fonction des analystes open source, c'est entre 11 et 18 milliards effectifs de matériel pour l'Ukraine. Donc aujourd'hui, il est clair que c'est insuffisant pour faire autre chose que ce que je vais appeler du colmatage. Voilà. Et ça a permis aux républicains de faire Ponce Pilate, hein, c'est-à-dire de dire bon bah maintenant si l'Ukraine ne s'en sort pas, nous au moins on pourra pas nous pointer du doigt comme étant les faiseurs de défaites, hein, on pourra pas nous dire oui vous là les partisans de Donald Trump vous avez facilité la victoire de Vladimir Poutine en Ukraine en ne votant pas ses crédits. Voilà, donc ils ont sauvé la face. Et malheureusement, la réalité, encore une fois, alors on a vu hein, pour les soldats ukrainiens qui ont été interviewés sur la ligne de front il y a 10 jours, ah bah c'est très bien, etc. Ah oui, sauf que la réalité et l'effectivité de tout ça, ça va peut-être être une attaque symbolique contre le pont de Kerch la semaine prochaine à l'occasion du 79e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie, qui est célébrée bien sûr en Russie, en très grande pompe par rapport au sacrifice de l'Union soviétique et des peuples de l'Union soviétique, dont le peuple russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que d'ailleurs cette attaque aboutira? Est-ce que cette attaque, si elle aboutit, va vraiment gêner, comme on nous l'explique à grand renfort d'informations et de plateaux télé, la situation de l'armée russe en Crimée? Le pont de Kerch a déjà été touché, il a déjà été endommagé, c'était en 2022. Ça n'a pas empêché les opérations russes de se poursuivre et ça n'a pas provoqué un effondrement des forces russes, notamment dans la région de Zaporizhia, sur la rive sud du Dniepr. Donc oui, il peut y avoir cette nouvelle attaque à caractère symbolique et médiatique très fort, mais je ne vois pas comment demain ça changera le cours de la guerre et le cours des opérations militaires que mène à l'heure actuelle l'armée russe. Voilà. Donc on est dans beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose, sinon momentanément booster le moral des combattants qui se disent bon bah l'Occident nous a pas oubliés, mais sans que ça puisse faire basculer le rapport de force sur le terrain. Alors avant d'aborder les opérations militaires, hein, j'en finis avec tout ce qui concerne le autour. On a vu encore une fois, dans ces circonstances, Emmanuel Macron se répandre en déclarations concernant l'hypothétique engagement de la France en venant ramener ça à une comparaison complètement bancale avec l'aide américaine, enfin le débarquement américain, anglo-américain, le 6 juin 1944, dont on va fêter le 80e anniversaire dans maintenant un mois. Nous dire que puisque nous on a su être aidés par les alliés, eh bien il faudrait que nous aussi on soit capable d'aider les alliés, et notamment en l'espèce l'Ukraine. Zelensky a fait une réponse très simple: il est hors de question pour nous, en l'état, de vous demander une aide autre que de matériel, hein, on a besoin de matériel, les Ukrainiens ça le revendiquent depuis le premier jour, donnez-nous des moyens matériels, les hommes on les a, même si aujourd'hui on sait que avec environ 500 000 pertes, peut-être même un peu plus maintenant, 550 000 pertes depuis le début de ce conflit. L'armée ukrainienne a puisé dans son réservoir humain. Hein. On a un abaissement de l'âge de la conscription qui a été voté par la Rada. Mais maintenant, le problème, c'est pas seulement les hommes, c'est l'instruction. Hein. Je l'ai toujours dit depuis le départ. C'est tous ces nouveaux conscrits, il faut, donc comme le disait Zelensky, les équiper, puis les instruire. Et le temps de leur instruction, on sera arrivé maintenant à la campagne d'automne 2024. Donc ça laissera aucune opportunité à l'armée ukrainienne de se lancer dans des contre-offensives pour reconquérir des portions importantes de son territoire. D'autant plus qu'à l'automne, on peut imaginer qu'à Washington, on donnera un petit coup de fil pour dire jusqu'à ce que l'élection présidentielle soit terminée, vous arrêtez tout. Hein, vous résistez, mais surtout vous vous attaquez pas pour éviter un revers qui médiatiquement sera exploité par les Russes contre Biden. Hein, donc voilà, il faut voir les choses dans ces perspectives-là.
Donc Macron, je le répète, fait de la communication électorale parce que il faut masquer tout le bilan calamiteux, désastreux d'abord sur le plan économique de son ami Bruno Le Maire, qui nous a quand même mis à genoux notre économie, tout comme le reste de l'économie européenne a été mise à genoux par les sanctions qui ont quasiment aucun impact durable sur l'économie russe. Il y a eu un impact pendant quelques mois, comme l'avait expliqué en 2022 Jacques Sapir, et puis depuis, c'est terminé. L'économie russe repart, elle s'adapte, elle continue de s'adapter, donc il y a des secteurs où ça va plus vite, cette adaptation, que dans d'autres, bien évidemment, mais globalement, l'économie russe a su rebondir, alors que les nôtres en Europe, et c'est bien ce que j'ai expliqué il y a, je crois, plus d'un mois, les nôtres en Europe s'effondrent, et c'était l'objectif stratégique de Washington. L'objectif stratégique de Washington, c'était d'étirer le potentiel économique russe pour le fragiliser. Alors ça n'a pas vraiment marché, en tout cas pas sur le moyen et le long terme, et puis surtout, en découplant l'économie allemande de l'économie russe, ça permettait de mettre par terre l'économie européenne, puisque l'économie allemande représentait la locomotive, si vous me passez cette comparaison avec le monde ferroviaire. Voilà, le but c'était que la locomotive allemande qui était en pleine ascension soit stoppée de telle sorte à ce que toutes les économies européennes qui sont à la remorque s'effondrent elles aussi, et c'est ce qui nous est arrivé à nous, en France en particulier. Donc Emmanuel Macron, à un mois du vote des européennes, nous fait le grand jeu médiatique, communication, la peur, la guerre, alors que voilà, Zelensky ne demande aucune troupe, il demande éventuellement peut-être qu'il y ait des techniciens qui puissent venir faciliter la maintenance et la mise en œuvre de certains matériels qui n'ont rien à voir avec ceux de l'ère soviétique, et puis terminer. Il demande pas autre chose. Donc aujourd'hui, quand Macron nous dit on va envoyer des troupes, je vais envoyer des gars ou des mecs là avec son langage complètement adolescent, je vais être obligé d'envoyer des mecs à Odessa. J'ai écrit un papier, je vous le rappelle, pour le nouveau site, le Diplomate Média, là, qui succède au Dialogue, sur ce qui s'est passé à Odessa en 1919 pour les forces françaises. J'invite Emmanuel Macron et ses conseillers à regarder ce que l'histoire nous enseigne quant à l'ingérence française et étrangère en général sur le territoire russe quand il est en prise, comme c'est le cas aujourd'hui, à des conflits de nature de guerre civile, comme on l'avait déjà expliqué depuis un petit moment. C'est pas à notre avantage du tout. Voilà. Donc aujourd'hui, en vue des élections européennes, parce qu'il ne peut pas parler de son bilan en France, eh bien, il parle d'autre chose, il détourne l'attention, et donc, quoi de mieux que la peur, après celle du Covid, quoi de mieux que la peur de la guerre, pour essayer de ramener un électorat qui le fuit de plus en plus. Voilà. Donc, il joue là-dessus pour essayer de gagner quelques voix pour le 9 juin, si j'ai bien ça en mémoire. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, sur le terrain, donc on a eu cette frappe sur les infrastructures logistiques du côté d'Odessa, ainsi que sur le commandement opérationnel sud de l'armée ukrainienne. Les Ukrainiens eux-mêmes ont reconnu cette frappe qui a donc abouti à la mort de plusieurs officiers ukrainiens d'importance. Donc là, c'est même pas les Russes qui revendiquent ça tout seuls. Les Ukrainiens eux-mêmes reconnaissent avoir subi cette frappe sur ce poste de commandement opérationnel qui gère donc tout le sud de l'Ukraine. On a vu également des frappes sur le secteur de Kharkov contre donc les défenses, le système de défense anti-aérien, parce que là c'est une zone qui est de plus en plus active. Alors il y a certains observateurs qui nous disent ah bah oui, en plus de l'autre côté de la frontière il y aurait 35 000 soldats russes qui seraient concentrés. Certains l'interprètent comme étant les prémices d'une éventuelle offensive. Personnellement, j'y crois pas, puisque je dis pas que l'objectif de faire une zone tampon autour de Kharkov ne soit pas dans les objectifs russes, puisque même Vladimir Poutine en a parlé, mais c'est pas avec 35 000 hommes que ça va se faire. Je rappelle que, notamment, si on peut comparer avec Bakhmout, qui se terminait l'année dernière à peu près à la même époque,
l'attaque menée par Wagner et ses soutiens dans le secteur de Bakhmout était à hauteur de 45-50 000 hommes pour une ville de la taille de Bakhmout. Donc vous imaginez bien que pour Kharkov, qui est la deuxième plus grande ville d'Ukraine, on n'en est pas là. Il faudrait le double pour pouvoir obtenir un résultat équivalent dans des délais. Il faudrait le faire d'ailleurs de manière plus rapide que ce qui a été fait pour Bakhmout. Donc on voit bien que effectivement il y a cette concentration de troupes qui est probablement à hauteur de 35-40 000 hommes, mais elle est tout à fait insuffisante pour investir la ville. Elle peut peut-être mener une offensive dans le secteur de Kharkov, mais pas s'emparer de la ville de Kharkov en l'état. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'on a eu donc des frappes sur tous les systèmes de DCA ukrainiens qui sont autour de la ville et sur tout ce qui est lance-roquettes multiples Vampire qui servent pour les Ukrainiens à frapper le secteur de Belgorod et donc à toucher on va dire la profondeur du dispositif russe. Alors, on a eu une nouvelle recrudescence des combats dans le secteur de Chassov Yar. Ça s'était un petit peu, ça avait un petit peu baissé d'intensité depuis 15 jours. Et puis là, cette semaine, on en a beaucoup parlé dans Surveille stratégique. On a partagé pas mal de choses. Donc là, on a vu une attaque, comme j'en parlais il y a 15 jours, qui est menée au sud dans la zone où le canal qui relie le Seversky Donetsk au Donbass est enterré et où donc là les Russes sont arrivés probablement au-dessus de la partie canalisée et enterrée, la partie enterrée du canal dans la zone forestière qui le recouvre. Donc on peut imaginer que comme c'était prévu, ils vont tenter une manœuvre de débordement par le sud pour prendre la ville à revers par l'ouest et contraindre les Ukrainiens à reculer. On a également donc dans tout le secteur autour d'Avdivka et en particulier au nord-ouest, sur Orechetine, excusez-moi la prononciation, on a vu là encore beaucoup de combats et une belle progression de l'armée russe qui est liée, semble-t-il, à encore un problème de relève des troupes ukrainiennes où il y a eu un problème de coordination des brigades qui tenaient le front, enfin celles qui tenaient le front et celles qui devaient la relever. Ça a déjà eu lieu. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque de la chute de Soledar, c'est dans les mêmes conditions que Wagner avait réussi à s'emparer assez rapidement de Soledar. Ils avaient profité d'une mauvaise coordination de la relève des unités ukrainiennes pour pouvoir faire un bond offensif impressionnant, entre guillemets, puisqu'on parle de quelques dizaines de kilomètres. Là, on est à 12 kilomètres, je crois, d'avancée au total de la part des forces armées russes. Et on voit bien que les Russes sont dans toujours des opérations de reconnaissance en force. Ils tâtent le terrain un peu partout sur la ligne de front pour essayer de voir s'il y a des endroits où ils peuvent exploiter justement une faiblesse qui est là liée aux circonstances, une faiblesse circonstancielle. Et si c'est pas le cas, on voit qu'ils arrêtent et ils repassent à un autre secteur. Donc on a vu ça dans le secteur d'Avdivka. Et puis depuis 2 jours, on voit le secteur de Vremivka, donc là dans la région de Zaporizhia, qui se réveille à nouveau. On a vu la chute de Robotyne, c'est-à-dire que là, la chute de ce qui reste de Robotyne, c'est terminé. Le seul vrai gain territorial médiatiquement mis en valeur par toutes les chaînes l'année dernière au moment de la contre-offensive ukrainienne estivale, eh bien terminé et depuis hier les combats se déroulent autour du Rojaïne qui est l'autre point où les Ukrainiens avaient légèrement progressé au cours de cette contre-offensive. Donc il y a de fortes chances qu'à la fin du mois, et peut-être même avant la fin du mois, à moins que les Russes refassent ce qu'ils ont fait à Robotyne une première fois, c'est-à-dire une tentative qu'elle échoue, qu'ils arrêtent à nouveau et qui entre guillemets que le front rebaisse d'intensité et puis qui retente cette fois peut-être avec succès dans quelques semaines. On va voir comment ça se déroule dans les jours qui viennent. Mais on pourrait avoir d'ici la mi-mai ou la fin mai, finalement, l'effacement de tous les gains territoriaux, des peu de gains territoriaux de la contre-offensive ukrainienne de l'été dernier, qui a coûté des milliers d'hommes et des dizaines de véhicules de transport blindés, des Bradley, des chars, Léopard, etc. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là sur le front, c'est-à-dire que l'armée russe est toujours à l'initiative, elle varie
les lieux où elle frappe. On a vu aussi le secteur, j'allais l'oublier, vers Kupiansk qui s'est rallumé. Ça a permis de reprendre à nouveau un village, mais il n'y a pas eu d'exploitation derrière. Donc probablement que c'est encore une reconnaissance en force qui permet de réaligner le front, qui permet de récupérer des positions plus favorables, en vue, je reste persuadé, d'une offensive plus importante dans les semaines qui viennent. On voit sur les images que la météo commence à redevenir positive pour des opérations militaires. Il y a de moins en moins de boue, de pluie qui pourraient entraver des grandes manœuvres d'unités blindées mécanisées. On voit que les défenses antiaériennes ukrainiennes sont de plus en plus limitées. Parce que, je le rappelle, dans le package dont on nous parle sur tout ce qui a été envoyé comme matériel par les Américains ou par les forces de l'OTAN pour le moment, il n'y a pas de patriotes. On n'a pas de patriote qui est assuré d'être redéployé là maintenant en Ukraine. C'est pour ça que malgré le vote, on a vu les Ukrainiens nous dire mais au fait vous pourriez pas demander à tel pays de l'OTAN, qui la Grèce, qui l'Espagne, etc. de nous envoyer leur propre batterie de patriotes pour qu'on les utilise nous. Donc la défense antiaérienne à longue portée est toujours en difficulté et la frappe sur Odessa et Kharkov l'a prouvé. En plus, et par ailleurs, la défense antiaérienne à moyenne et courte portée, notamment des Stinger sur la courte portée, on voit toujours les avions d'attaque au sol russes faire un peu ce qu'ils veulent au-dessus des positions ukrainiennes, ce qui aide à la progression des troupes au sol. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'Ukraine. Donc, à voir si la semaine prochaine, les Ukrainiens, c'est ce qui se murmure sur certains réseaux, vont lancer une attaque spectaculaire avec ces fameux missiles ATACMS américains sur le pont de Kerch ou avec des Storm Shadow et des Scalp, même si au niveau de la portée ça paraît un petit peu compliqué. On va voir si cette opération symbolico-médiatico-militaire va avoir lieu autour du 8-9 mai pour, entre guillemets, pourrir la fête de la victoire du peuple russe la semaine prochaine. À suivre.